Est-ce mieux? Merci beaucoup cet agrément et on est extrêmement content de cette masterclass. En plus, nous avons aujourd'hui des intervenants de choix puisque nous allons aujourd'hui entendre parler Mathieu Castin, coprésident du MOVES. Nous aurons aussi une intervention de Paul Monjotin, qui est le délégué général du MOVES. Nous avons également la chance d'accueillir Laure Delanoux, qui est avocate associée dans un cabinet spécialisé dans l'économie responsable et qui va nous parler de manière un petit peu plus technique de l'agrément. Et puis, enfin, nous finirons avec Stéphanie Elmont-Mariette, fondatrice de SEM Habitat Durable, qui est une société agréée ESUS et qui partagera évidemment son expérience ultra riche sur le sujet. Donc, sans plus tarder, eh bien, démarrons. L'enregistrement est déjà en cours, me semble-t-il. Paul, je te laisse la parole et présenter le Moves, s'il te plaît. Eh ben, merci Marie. Bonjour à tous. Donc on est très heureux effectivement d'organiser ce webinaire parce que donc le MOVES, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement qui réunit toutes les entreprises qui sont tournées vers des activités d'utilité sociale écologique et qui s'engagent sur des règles de partage de la valeur. Et on défend en particulier l'agrément ESUS dont Mathieu va dire un mot ensuite. Le MOVES aujourd'hui est coprésidé par Mathieu Castin qui dirige l'entreprise Finacop et Anne-Sophie Thomas qui a créé l'entreprise Gestia Solidaire. Voilà, et simplement, peut-être en deux mots, dire que le MOVES, on partage quelque chose d'essentiel avec l'opération Milliard, c'est la conviction qu'il faut soutenir les entreprises qui sont engagées dans la transition juste. Et voilà, et c'est pour ça qu'on est très heureux d'organiser ensemble ce webinaire sur l'agrément ESUS. Le MOVES, on a été créé il y a 2 ans et on réunit une centaine d'entreprises, la plupart ESUS, mais pas que. Donc je vais laisser sans plus attendre la parole à Mathieu, qui va vous présenter l'agrément ESUS que le MOVES défend, qu'on promeut dans nos événements, et voilà, qui est un outil essentiel pour soutenir les entreprises justement qui sont engagées dans la transition juste. Est-ce que tout le monde voit bien la présentation? Ouais. Oui. Ok, super. Mathieu, on te laisse the Merci Marie, floor. merci Paul. Et pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc je suis Mathieu Castin, cofondateur de Finacop, qui a maintenant 10 ans d'existence, et également coprésident du MOVES, qui a 2 ans d'existence. Et dans mon métier, je suis expert comptable, et je fais beaucoup de missions en conseil, stratégie, recherche de et financement, DAF externalisé, et tout ce qui est montage juridique, fiscaux, immobiliers pour les acteurs de l'ESS. Je propose de rentrer dans le dur. Je vous ai partagé donc une petite frise de l'engagement pour resituer un petit peu où se trouve l'ESS et les ESUS dans le paysage des entreprises engagées qui ne cessent de se développer, où on parlait avant des RSE, depuis 2019, la loi Pacte, on parle de société à mission. Il y a aussi tout ce qui est Bicorp, qui est plutôt des réseaux que j'ai mis tout en haut, d'entreprises engagées qui ont aussi des dimensions statutaires. Les entreprises à impact qu'on n'a pas mis mais qu'on aurait pu mettre, qui sont pas encore définies juridiquement, mais qui sont aussi dans l'idée de mesurer l'utilité ou l'impact social, voire écologique. Et plus on va voilà, vers la droite, plus il y a l'idée de l'intensité des engagements dans les statuts, notamment le triptyque utilité sociale, partage de la valeur et partage du pouvoir pour l'ESS. Et pour les ESUS, où on ira vers une utilité sociale majoritaire, ce qu'on pourra voir un peu plus loin. Donc, le cadre ESS-ESUS, donc c'est les deux étages de la fusée de la loi ESS de 2014, qui définit désormais donc qu'est-ce qu'une entreprise de l'ESS. Donc, de droit, c'est-à-dire sans démarche à réaliser, les assos, coop, mutuelles, fondations rentrent dans le giron. Et également les sociétés commerciales, donc ça c'est la nouveauté, qui peuvent cocher la case, qui doivent la cocher quant à elles au moment où elles s'immatriculent ou où elles se modifient auprès du guichet unique et qui doivent respecter des critères notamment statutaires. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 4600 sociétés commerciales de l'ESS en 10 ans, ce qui est pas mince. Donc
il y a un enjeu à aller vers les us pour certaines d'entre elles, et puis en plus des assos et des coopératives, on le verra juste après. En tout cas, pour être ESUS, donc il suffit d'être une entreprise de l'ESS, donc l'article 1 de la loi, et d'avoir des engagements supplémentaires, notamment statutaires, qu'on pourra présenter un peu plus loin notre consoeur avocate. Donc ça veut dire adapter ses statuts. Généralement, on profite de la création d'une modification statutaire pour être compatible ESS et ZUS et de faire une demande en préfecture. Et alors, depuis peu, nous, on bêta-teste avec Bercy une plateforme de demande d'agrément en ligne. Le but étant de faciliter les demandes d'agrément ESUS et les instructions par les DRIETS derrière. Donc, pour ceux qui auraient tenté l'expérience, elle est en expérimentation dans plusieurs régions aujourd'hui. Elle sera déployée normalement dans toutes les régions début d'année prochaine. Statistiques, alors on était il y a 10 ans un objectif de 10 000 ESUS qu'on a retrouvé dans la loi. 10 ans après, on n'y est pas encore totalement. On est un peu moins de 3 000 ESUS en France. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est que à peine 1% des structures de l'ESS employeuses, si on met les assos un peu dormantes de côté, il y aura à peu près 300 000 structures de l'ESS employeuses. Donc, on voit qu'il y a un levier pour aller convertir beaucoup plus de structures vers les US. Donc, on a une liste ministérielle. J'ai mis le lien depuis 2 ans désormais. Vous pouvez voir celles qui le sont. Si vous voulez vous comparer par rapport à d'autres structures dans votre secteur d'activité, dans votre territoire, c'est possible. Bah, merci beaucoup Mathieu. On te entendra un petit peu plus tard sur les bénéfices du statut EESS et du statut ESUS. Mais pour le moment, on va donner la parole à Laure, Bonsoir à qui va nous... tous. Donc, moi, je vais vous présenter la partie juridique par rapport aux critères de l'agrément ESUS. Peut-être juste simplement pour vous présenter en quelques mots le cabinet donc Cornili Avocat. Donc, on a un cabinet qui est précurseur de l'économie sociale et solidaire. Donc, on accompagne les acteurs de l'économie responsable. Et plus spécifiquement, depuis quelques années, on s'est engagé auprès des ESUS, avec notamment, je vous ai mis 2 références que vous pouvez retrouver sur notre site, une cartographie des sociétés commerciales de l'ESS, qui recense 200 entreprises qui sont engagées, agréées ESUS, dans 8 secteurs d'activité. Et en juin 2025, à l'occasion des 10 ans de la loi ESS, on avait fait un petit sondage auprès des acteurs ESUS pour déterminer si les critères de l'agrément leur convenaient et quelles étaient les évolutions qu'ils souhaitaient y apporter. Petit sondage qu'on a eu l'occasion de présenter à Maxime Baduel. Voilà, c'est pour la présentation un peu du cabinet. Alors justement, quand on parle des acteurs de l'ESS, et de l'agrément ESU. Je ne vais pas revenir sur effectivement les acteurs de l'ESS de plein droit, mais quand on est une société commerciale de l'ESS, qui est le premier niveau, on peut aller plus loin en obtenant l'agrément ESU, sous réserve de respecter 4 critères: une activité d'utilité sociale, une gouvernance participative, un plafonnement des rémunérations et d'appliquer des principes de gestion. Donc ces critères, ils sont légaux, ils ont été posés par la loi et ils nécessitent donc pour les structures qui souhaitent s'y engager de modifier leur statut avant de réaliser toutes ces démarches. Peut-être, donc, pour revenir sur le critère numéro 1, qui est le critère de l'utilité sociale, puisque c'est ça vraiment qui distingue les entreprises ESU des autres sociétés commerciales, et notamment des sociétés commerciales de l'ESS. Il y a vraiment un contrôle qui est fait sur l'utilité sociale, et c'est ça aussi qui garantit la qualité de l'agrément ESU. Donc, quand on parle d'utilité sociale, c'est la loi aussi qui a posé les critères de l'utilité sociale. Donc, c'est vraiment pour adresser les services que l'on fait auprès de personnes en situation de fragilité, pour contribuer à l'éducation, concourir au développement durable ou à la transition énergétique. Ça veut dire déjà que c'est le premier critère à identifier par rapport à votre activité pour déterminer si vous êtes éligible à l'ESUS, sachant que ce critère et cette utilité sociale, elle doit nécessairement se retrouver dans l'article sur l'objet de vos statuts. Donc, il n'y a pas une liste exhaustive de l'utilité sociale, donc ça vaut vraiment, voilà, faut vraiment s'interroger sur votre objet et sur vos activités. Et dans vos statuts, pour aider un petit peu à traduire cette utilité sociale de votre activité, vous pouvez vous appuyer sur l'article 2 de la loi qui donne cette liste et de l'adapter en fonction de vos activités réalisées. Donc ça, c'est vraiment le critère numéro 1 pour l'agrément ESU. Second critère qui est important, c'est la gouvernance participative. Donc effectivement, dans le secteur de l'ESS, la gouvernance démocratique
C'est vraiment un des critères qui est important. Donc, on entend par ça le fait qu'on puisse avoir d'autres personnes, d'autres parties prenantes, que ça puisse être des salariés ou des partenaires ou des prestataires qui participent à la gouvernance de l'entreprise. Donc, ça, c'est aussi innovant aussi dans les sociétés commerciales et principalement pour les ESU. Donc là, l'objectif, de la même façon, c'est aussi quelque chose qui est statutaire, qui doit figurer dans vos statuts. Donc, on doit insérer et prévoir un comité qui est composé de parties prenantes. Ça peut être des salariés, des partenaires, des clients. Dans les statuts, on va définir la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité. Et ce comité, il a un vrai intérêt parce qu'il va notamment pouvoir avoir une fonction consultative sur toutes les orientations stratégiques qui seront prévues par la société. Et puis, il va également être un peu là pour faire la vigilance par rapport aux critères de la qualité des U que vous avez mis dans vos statuts et dans votre activité pour s'assurer que vous êtes bien conforme à la réglementation et surtout aux engagements que vous avez pris. Critères effectivement là pour le coup très comptable, c'est-à-dire que ça aussi c'est vraiment un critère spécifique de l'agrément ESU qu'on retrouve pas pour les sociétés à mission ou qu'on retrouve pas pour les sociétés commerciales de l'ESS. Il y a des principes comptables et de répartition des bénéfices qui sont fixés par la loi. Et qui doivent donc être bien sûr repris dans les statuts, mais également appliqués en pratique dans la comptabilité de l'entreprise. Donc, il y a une partie des bénéfices qui doivent être bien sûr consacrés à pouvoir maintenir le développement de l'activité de l'entreprise et aux activités surtout d'utilité sociale de l'entreprise. Et sur ces bénéfices, il y a également des fractions du bénéfice qui doivent être affectées à des réserves spécifiques, et notamment au moins 20% qui doit être affecté à une réserve statutaire obligatoire pour le développement des activités d'utilité sociale. Donc, on a les mêmes obligations qu'une société commerciale classique, c'est-à-dire qu'une société commerciale classique doit affecter 5% de son bénéfice à la réserve légale jusqu'à 10% du capital social, et en plus, on doit affecter 20% à la constitution d'une réserve statutaire obligatoire. Et également, la totalité de ces réserves doit faire 50% des bénéfices de l'exercice. Il faut savoir que ces réserves obligatoires, une fois qu'elles sont affectées, elles sont impartageables. Elles ont vraiment pour objectif de pouvoir financer l'activité d'utilité sociale de la structure. Autre point important dans le cadre du principe de gestion, c'est qu'en cas de dissolution de la structure, donc quand on parle de dissolution, c'est un arrêt d'activité, si jamais il reste un boni de liquidation, donc s'il reste de la trésorerie ou des actifs à partager à la fin de la société, ils doivent être transférés à une autre entreprise de l'ESS. Il n'y a pas de restitution aux associés fondateurs de la structure. Et ensuite, bien sûr, des points un peu plus classiques, on ne peut pas avoir une possibilité de mettre les titres sur un marché réglementé. Et si on est très technique, on ne peut pas non plus faire des réductions de capital non motivées par des pertes. Donc ça, voilà, c'est des principes de gestion. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces principes, il y a une volonté véritable qu'une partie des bénéfices soit affectée à l'utilité sociale. Autre point dans les critères, c'est le plafonnement des rémunérations. Donc ça, c'est un critère effectivement également qui est posé par la loi. Il y a des plafonds qui sont posés, c'est-à-dire que la moyenne des rémunérations des 5 salariés ou les dirigeants les mieux rémunérés ne doit pas être supérieure à un plafond de 7 fois le SMIC. Et les sommes versées aux dirigeants les mieux rémunérés ne doivent pas excéder pour le plafond d'une année, un emploi temps complet, un plafond égal à 10 fois le SMIC. Donc là aussi, il y a à la fois une politique de rémunération qui doit être une politique de rémunération raisonnable et plafonnée par rapport aux moyens que sont utilisés dans la structure. Donc, c'est très voilà, c'est très rapide pour les critères, mais c'est vraiment, vous les retrouvez tous de toute manière dans la loi ESS. Par rapport à la procédure pour pouvoir modifier ces statuts et forcément solliciter cet agrément, donc dans la première étape, il faut modifier ces statuts. Donc, il faut tenir une assemblée générale et il faut y faire figurer toutes les mentions qu'on a pu voir avant. Ensuite, il faut déposer ces statuts auprès du greffe. Ça, c'est vraiment important puisque c'est la première étape. Le dépôt au statut au greffe fait que vous aurez sur votre cabis la mention société de l'ESS et c'est un préalable obligatoire pour ensuite aller solliciter l'agrément ESU. Agrément ESU que vous sollicitez auprès des DRETS. Donc là, il y a un dossier à retirer. Il y a plusieurs formes de ce dossier et c'est à ce moment-là, dans le cadre de cet agrément ESU, que va être contrôlée la réalité et le respect des mentions obligatoires. Et notamment, c'est là que va être vérifiée la notion d'utilité sociale.
Le délai d'inscription, c'est environ 2 mois. Et une fois que vous avez obtenu l'agrément, il est valable 5 ans si votre société exerce depuis déjà plus de 3 ans à la date de demande d'agrément ou 2 ans pour les entreprises de moins de 3 ans. Donc cet agrément, pendant toute cette période d'agrément, il n'y a pas de contrôle spécifique, hein, c'est un engagement statutaire que vous prenez. Donc comme tout dirigeant d'entreprise doit respecter ses statuts, sinon c'est une faute de gestion, mais il n'y a pas de contrôle par un tiers. Et au moment du renouvellement, il faut avoir justifié d'avoir bien respecté l'ensemble de ses engagements pendant toute la durée de son agrément. Merci beaucoup, Laure. Je pense qu'il y aura quelques questions pour vous à la fin de cette session. Mathieu, je vais vous redonner la parole pour nous parler des avantages pour les entreprises EESS et les entreprises ESUS. Ouais, donc le premier étage de la fusée dès l'ESS, on bénéficie de certains nombres d'avantages. Il y a l'idée de la proportionnalité des avantages par rapport à ses engagements. Donc plus on va vers les US, plus on a d'avantages. Donc déjà pour l'ESS, bon, il y a l'idée d'une identité pour soi, pour ses membres, et puis plus largement d'appartenir à une communauté de valeurs et de pratiques. D'avoir une reconnaissance institutionnelle, donc d'en faire un levier de communication au passage, d'avoir un accès à des offres de services dédiés pour certains acteurs, banques, assurances, accéder à des réseaux d'entreprises, de fédérations. Ça peut être les CRES ou d'autres réseaux, Chambre régionale de l'ESS. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les pôles territoriaux de coopération économique, les PTCE, donc ce sont des clusters de l'ESS, mais pas que, qui associent aussi des acteurs privés et des acteurs publics et de recherche. Il y en a une cinquantaine en France. Accéder à des locaux, par exemple la mairie de Paris, à une époque, donnait accès à des locaux si on était ESS. Euh, Ensuite, il y a plus ponctuellement des dispositifs sur les territoires zéro chômeur de longue durée. On voit que voilà, certains acteurs essaient de s'emparer de l'ESS pour faire entrer des avantages, notamment pour les travailleurs d'intérêt général, les personnes sous main de justice qui peuvent travailler dans les territoires zéro chômeur. Et ensuite, un des principaux avantages, alors on voit qu'il y a un enjeu à renforcer le modèle économique des organisations de l'ESS, des entreprises de l'ESS. J'ai pas assez répété, mais autant l'ESS que les ESUS, c'est voilà, essentiellement assos, coopératives et sociétés commerciales. Et même pour les ESUS, majoritairement, ça reste des assos et des coopératives. Donc voilà, ne pas penser que c'est que des sociétés commerciales, mais en tout cas, il y a l'idée que quelle que soit la forme juridique, on est censé être éligible à la notion de subvention, donc contribution publique qui émane d'un organisme public, justifiée par un intérêt général. Voilà, pas au sens fiscal du terme, mais au sens de l'intérêt pour les habitants de la collectivité. Donc, qu'on soit une asso, une coop ou une société commerciale de l'ESS ou une entreprise classique, on est censé être éligible. Et plus, bah, c'est sûr, on peut revendiquer qu'on est ESS ESUS et plus on peut accéder aux subventions. Il y avait aussi l'idée de flécher tout ce qui est finance solidaire. Donc là, on est plutôt chez des investisseurs solidaires, on n'est pas encore dans le mécénat, mais notamment les BPI France, les France Active, les caisses des dépôts, qui ont des poches de financement. Donc quand on parle de finance solidaire ou d'épargne solidaire, l'idée c'est que ça finance des entreprises de l'ESS dedans et des ESUS aussi, on le verra tout à l'heure. Les marchés publics, c'est un sujet, pour l'instant, c'est surtout réservé aux services de santé, sociaux et culturels, mais il y a l'idée de l'élargir, d'avoir des clauses de faveur. Demain, on espère pour plus d'entreprises de l'ESS. Ensuite, il y a des notions d'appel à projet, donc on peut voir de ci ou là des fois des acteurs qui disent, bon, on veut réserver nos marchés privés à des entreprises de l'ESS. Alors nous, pour rien cacher, même au Mouvès, on a des réseaux comme le CJD ou le MEDEF qui nous disent, ah, vous auriez pas un annuaire des entreprises de l'ESS ou des ESUS qu'on pourrait fournir à nos membres. Donc voilà, je pense que c'est important aussi d'être référencé. Le DLA, pour ceux qui connaîtraient pas, donc c'est un dispositif local d'accompagnement, c'est du consulting gratuit quand on est une entreprise de l'ESS. Donc avant, c'était réservé aux assos coop, fondations mutuelles. Désormais, c'est ouvert aux sociétés commerciales qui sont ESUS, donc pas de l'ESS. Voilà pour l'ESS. Si vous voyez d'autres avantages qui n'y seraient pas, je sais qu'il y a des secteurs d'activité comme l'économie circulaire qui sont rentrés un peu aussi dans le cadre ESS pour avoir certains marchés réservés. Pour les ESUS, grosso modo, c'est tous les avantages qu'on a listés précédemment.
plus une éligibilité plus grande au financement solidaire, comme je le disais. Les fonds type France Active, c'est mieux si on a le Graal ESUS. Également les fonds d'épargne salariale, alors ça c'est plutôt pour les structures qui lèvent pas mal de fonds, parce que c'est des fonds qui ont des sommes assez conséquentes, type Amundi, Mirova, Natixis, qui doivent flécher l'argent vers des ESUS. Depuis peu, on a les fonds d'assurance vie aussi qui sont, qui ont des unités de compte solidaires. Donc, vous pouvez choisir des unités de compte solidaires. Et derrière, ça peut financer des structures ESUS type foncière ou financière, de la même manière, des structures assez grosses. L'avantage qui va peut-être aussi le plus vous intéresser, si vous êtes une société commerciale ou coopérative, donc c'est l'IRPME, qui est un dispositif normalement pour toutes les PME de moins de 7 ans. Si on est ESUS, la réduction d'impôt pour les particuliers qui investissent au capital ou en titre participatif d'ESUS monte à 25% au lieu de 18% et touche les entreprises qui ont 10 ans d'ancienneté au lieu de 7 ans d'ancienneté. Donc on voit là qu'on a un premier avantage fiscal un peu substantiel, c'est voire le seul lié à l'ESUS. Et pour les structures immobilières, la détention de parts ESUS sort de l'assiette de l'IFI. Voilà, quand bien même ce serait de l'immobilier. Si vous détenez des parts de, je dirais une bêtise, de Solica ou Habitat Humanisme, ou Belleville peut-être bientôt, vous pouvez défalquer aussi IRPME et IFI, c'est cumulable. Et je précise aussi, normalement toutes les activités financières immobilières, donc une foncière ou une structure qui ferait du soutien financier, normalement n'est pas du tout éligible à l'IRPME parce que les législateurs considèrent que c'est trop spéculatif ou lucratif comme activité. Et elle passe de 0% à 25%. Donc, on voit qu'il y a un enjeu fort aussi pour structurer l'univers de la finance et de l'immobilier solidaire. Et ensuite, un accès élargi au concours et appel à projet. Voilà, je précise que au Mouv'Est, dans d'autres réseaux, on prend forcément beaucoup plus d'avantages. On estime qu'ils sont pas assez nombreux, notamment des avantages fiscaux, des avantages sociaux. Peut-être qu'on peut tourner la dernière page sur les avantages, même s'il y en a quelques-uns. Par exemple, les services civiques sont réservés que pour les ESUS de droit. Alors, j'ai pas précisé ce qu'étaient les ESUS de droit, mais c'est tout l'univers de l'insertion par l'activité économique et tout l'univers du médico-social et des structures d'utilité publique, qui, elles, de facto, sont ESUS. Donc, il y aurait l'idée aussi, pourquoi pas élargir le service civique, le bénévolat à toutes les ESUS. Pourquoi pas le mécénat, éventuellement à taux réduit pour pas être trop en frontal avec les structures d'intérêt général. Pourquoi pas avoir un impôt sur les bénéfices, un IS, à taux réduit de 15% au lieu de voir ce qui se pratique pour les coopératives, c'est-à-dire de ne pas payer d'IS dès lors qu'on met en réserve ces bénéfices ou qu'on les distribue aux salariés, comme les SCOP et les SIC. Voilà, ça fait partie des sujets qu'on porte aujourd'hui. Euh, donc il y a certains, alors les emplois aidés, il y en a quasiment plus, mais une époque, il y en avait notamment pour les structures qui étaient ESUS. Et il y a certains secteurs comme le secteur agricole qui ont aussi rempli des contrats de bail rural environnemental avec des avantages réservés également aux ESUS type Terre de Liens. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les avantages. Merci beaucoup, Mathieu. Nous sommes parfaitement dans le timing, donc merci déjà pour ce démarrage des masterclass. Euh, Il y avait une question, je pense qu'on peut quand même, à laquelle on peut répondre maintenant, qui était un peu sur la technicité. Attendez, pardon, je me la remets devant moi. Euh, une question peut-être plus pour Laure. Il me manque une définition de base. Société commerciale de l'ESS. Une SIC est-elle par nature considérée comme une société commerciale de l'ESS? L- Laure On a ou... Ouais, Mathieu? ou Mathieu. Alors les coopératives, Euh, dans le droit des sociétés en France, c'est un peu technique. C'est pas des sociétés commerciales de l'ESS, elles sont des coopératives qui sont de droit de l'ESS. Donc elles n'ont pas toutes les démarches à remplir pour être de l'ESS comme les sociétés commerciales. Euh, voilà. Après, ça c'est plus la technique juridique, mais
c'est des sociétés hybrides entre voilà, des sociétés commerciales, parce qu'elles sont rattachées au droit des sociétés en France. On est en coopérative SARL, SA ou SAS. Mais par contre, il y a une couche coopérative. Donc, voilà, si ça peut répondre à ta question, En tout cas, elles sont acteurs si ESS ça de répond plein pas. droit, donc elles n'ont pas besoin d'aller sur l'agrément ESU comme les autres, comme les sociétés commerciales. Enfin, elles n'ont pas besoin Mm. de remplir tout un tas de Voilà, critères elles le sont au de plein moment de droit. l'ESS. Après, pour les US, il faut aller. Ça, tout le monde est au même. Pour aller de l'ESS à l'ESUS, il faut rajouter essentiellement l'utilité sociale majoritaire et la limite des rémunérations. Voilà, 10 fois le SMIC et 7 fois le SMIC. Donc quand on est une coop, il n'y a que deux mentions statutaires à rajouter. Pareil, quand on est une asso, il y a deux mentions statutaires à rajouter, c'est l'utilité sociale à titre général et la limite des rémunérations du travail. C'est beaucoup plus Ok, simple que les sociétés merci beaucoup. commerciales. Pour les autres questions, on les reprendra bien en fin de la masterclass, vous inquiétez pas. Je vous propose d'entendre notre grand témoin. Stéphanie, je vais partager et te laisser présenter SEM Habitat Durable et puis ton expérience de l'agrément ISUS, bien Eh sûr. bien, bonjour à toutes et tous. Merci Marie pour la possibilité de témoigner justement sur cet agrément, c'est sur le terrain. Alors juste, je vais vous expliquer ce que fait Sam Habitat Durable pour vraiment poser le contexte et vous expliquer ce que cela nous apporte et je vais aussi parler de certains avantages qui ont été euh, expliqués, mais qui ne reviennent pas forcément à Sam Habitat Durable et je vous expliquerai pourquoi. Alors du coup, SEM Habitat Durable, c'est une structure de l'immobilier solidaire. Donc nous, on est comme une agence immobilière solidaire. On travaille avec des associations qui font de l'hébergement et qui recherchent des lieux pour héberger les personnes qu'elles accompagnent. Et pour cela, on travaille avec des propriétaires, bailleurs et investisseurs immobiliers privés qui mettent en location leurs biens à ces structures de l'hébergement. Et nous, on fait en sorte que tout se passe bien et on fait la gestion locative pour le compte des associations et des propriétaires. On est une structure commerciale, du coup labellisée ESUS, mais c'est important de le rappeler, du coup structure commerciale avec un modèle économique qui est ce modèle a permis en 2 ans, donc j'ai créé en 2022, en 2024, on a pu loger 500 personnes avec plus de 100 propriétaires et travailler avec plus de 15 organisations euh, et s'implanter partout en France. Donc la mission, c'est vraiment de faire de l'accès au logement quelque chose d'accessible pour les publics qui sont les plus précaires et qui sont accompagnés par des associations. On a eu l'agrément ESUS juste avant nos 1 an parce qu'on travaillait sur des questions sociales, donc d'hébergement et de l'immobilier. Et il me semble que ça fait partie d'une des exceptions, le caractère social du travail. Même si on ne fait pas l'accompagnement social et c'est les structures qui le font, on travaille quand même sur le volet social et l'hébergement. Donc, on a obtenu cet agrément ESUS. Initialement, quand j'ai créé l'entreprise, je me suis questionnée parce qu'on aurait très bien pu créer une association et du coup d'être de fait de l'ESS. Je me suis questionnée, j'étais du monde associatif auparavant et alors non, beaucoup d'associations dans lesquelles j'étais bénévole ou administratrice, on était confrontés au fait d'être assez comment dirais-je, dépendant des financements donc des collectivités et donc pas forcément de pouvoir d'agir total sur nos activités. Donc j'ai fait ce choix stratégique de créer une entreprise commerciale pour avoir plus d'indépendance et en fait il y avait un vrai modèle économique. Donc je me suis dit que j'allais créer une société commerciale pour toutes ces raisons. Il se trouve que du coup, j'avais déjà préparé des statuts quasi d'assaut ou de COP. Donc moi, mes statuts, ils sont vraiment rédigés comme si c'était une coopérative et je me suis mis des barrières. Là, pardon. Je me suis mis des barrières plus grandes que ce que ESUS demandait. Donc pour tous ces sujets, c'était pas un souci. Donc j'ai demandé l'agrément ESUS auprès du département. On est localisé dans le 93 pour info. Et
Et pourquoi je demandais l'agrément ESUS? Parce que j'étais une structure commerciale et à part mon ADN, mes statuts que je présente pas à tout le monde et, euh, et moi en présence, si on regardait l'entreprise, on se disait bah, c'est une agence immobilière classique, juste à travailler avec une association. Donc j'ai fait le choix d'être ESUS pour cette crédibilité. Et donc ça fait le lien avec ce que ça nous apporte, c'est vraiment ce point de crédibilité immédiate qu'on a, puisqu'on travaille avec des structures associatives qui sont très implantées de l'ESS et de l'économie sociale et solidaire et de la solidarité, et qui n'ont pas forcément ou qui accordent, je pèse mes mots, mais qui ont peut-être moins de crédit à une société commerciale pure. Et moi, pour mes partenaires, c'était essentiel de leur montrer que effectivement, on était labellisé ESUS. Donc la crédibilité, elle a été immédiate avec les structures et on parlait le même langage. Effectivement, ça permet aussi, comme je l'ai dit avant, une lisibilité, une différenciation nette avec les autres acteurs de l'immobilier. Donc beaucoup de structures, alors dans l'immobilier, mais pas que, se targuent de faire du social, de l'investissement social. On a plusieurs foncières qui se lancent dans ce sujet parce qu'elles veulent remporter les marchés publics et donc elles doivent donner une dimension solidaire dans leur projet de construction, par exemple, ou d'implantation. Et donc, nous, ça nous permet de nous différencier directement de ces structures qui, pas forcément du social, mais qui le font par opportunisme. Et bien sûr, c'est un outil marketing et tu l'as dit, Mathieu, mais c'est un outil marketing puissant qu'on utilise pour montrer justement cette différenciation. Ça, pour les avantages, c'est super. On l'a vu, c'est très commercial chez nous en tout cas. C'est très commercial et marketing. Euh, En revanche, et du coup, ben, c'est aussi l'objet du milliard, j'ai vu tout un tas de décalage entre ce qui est euh, expliquer l'accès au financement et les fonds à impact qui se créent et nous, notre histoire chez Sam Habitat Durable sur l'accès à ces financements. En fait, bon, nous, on est une très petite entreprise, il y a 10 salariés et il se trouve que je me suis, en lisant un petit peu tous les avantages des US, je me suis dit, chouette, je vais avoir accès à des dispositifs financiers fléchés ESUS. Oui, ça existe, euh, effectivement, mais alors l'accès pour les PME et les très petites entreprises et qui ont des besoins réduits, parce que la plupart du temps, les besoins ne sont pas énormissimes et ceux qui ont des besoins réduits, bah, l'accès au financement, il est hyper difficile en fait, parce que en fait les conditions, elles restent celles du capital risque classique et non pas adaptées à l'impact. Et vraiment, nous, on a eu des difficultés en intégrant l'opération Milliard. Je me suis rendu compte que en fait, j'étais pas toute seule et que beaucoup de structures étaient en compétition les unes entre les autres. Et celles qui avaient des besoins de financement faibles euh, ou alors sur de l'impact, avait pas forcément une facilité d'accès avec l'agrément ESUS. Après, il y a un avantage aussi qui a été mis en avant, c'est l'accès à des avantages au niveau bancaire. En fait, ça nous aurait bien aidé d'avoir ça. Alors nous, on n'a pas eu cette chance. On n'a pas eu de différenciation entre le fait qu'on soit à impact et une agence immobilière classique. On avait les mêmes conditions et pourtant, on a été dans une banque, je ne vais pas faire sa pub, mais qui favorisait justement ce côté impact avec des financements dédiés, etc. Mais dans l'application, on n'a pas forcément eu de différenciation entre une entreprise commerciale classique et la nôtre. Euh, Chaque année, le bilan était regardé de manière classique et non pas sous forme d'entreprise à ESUS ou à impact. Ça n'a pas changé bah, les conditions d'accès au financement. Effectivement, les paradoxes restent quand même assez structurels. Enfin, je trouve que les entreprises ESUS qui sont déjà solides
Alors, en devenant ESUS, ont accès à beaucoup plus de choses que si elles n'étaient pas avant, à des marchés publics, effectivement, mais elles ont la capacité de répondre à des marchés publics, elles sont staffées pour, et elles ont des références. L'accès à des financements, parce qu'elles ont des plus gros, elles demandent des plus gros tickets, et effectivement, euh, les, euh, les fonds à impact sont aujourd'hui gérés comme des fonds classiques. Et, euh, et voilà. Donc, du coup, pour les petites et très petites entreprises, en tout cas, mon témoignage, c'est vraiment de dire que marketing et commercial, ça a été top, mais financement moyen. Donc, sur le terrain, en fait, pour nous, ce que ça a changé, c'est vraiment que, ben, du coup, on a pu marquer cette mission sociale très forte et c'est vraiment notre accès. On n'est pas de la tech, on est vraiment de l'innovation sociale en faisant en sorte que les bailleurs changent un peu leur manière de louer et puissent louer à haute personnes en vulnérabilité. Euh, mais avec des moyens qui restent limités. Et heureusement, du coup, le modèle est autofinançable. Donc, ça prouve que, en fait, on peut faire de l'impact, être une entreprise qui reste rentable au sens classique du terme, sans soutien financier, mais c'est beaucoup de travail et d'ingénierie pour ça. Et moi, le risque que je vois sur le terrain, parce que je vois d'autres, enfin, je vois des entreprises, des us, et je me demande pourquoi, c'est que ça devienne un label qui soit réservé, bah, du coup, enfin, soit un label qui fasse un réseau, en fait, comme Bicorp peut l'être ou quoi. Et du coup, en fait, et c'est aussi pour ça que je suis au milliard, et je vais conclure sur ça, c'est que vraiment, effectivement, je soutiens le Mouv'Est dans le fait que ESUS pourrait aller plus loin, un peu à l'instar de ce qui se fait avec les jeunes entreprises innovantes ou les, et les entreprises qui sont basées sur la recherche, aller plus loin vers vraiment des lignes de financement qui soient dédiées. C'est ce que fait l'opération de milliard, et c'est pour ça que je suis ambassadrice, des lignes de financement dédiées avec des petits tickets pour ces ESUS qui n'ont pas forcément besoin de gros tickets, qui veulent pas forcément se diluer aussi, parce que c'est aussi ce truc-là de se dire, ben, ok, on demande des gros tickets pour accéder à des fonds, mais en fait, on se dilue trop et en fait, c'est pas possible quand on démarre. Simplifier l'accès à des fonds solidaires pour celles qui sont ESUS et à l'épargne solidaire. Et effectivement, créer un guichet banque vraiment spécial parce que, effectivement, et on le dit beaucoup au sein de l'opération Milliard, mais en fait, il faut reconnaître que l'impact, en fait, c'est un réel investissement. Si on y met 1 euro investi, c'est beaucoup plus l'externalité qui se crée. Donc, moi, vraiment, si j'aurais peut-être voilà, des propositions, c'est vraiment d'axer plus sur du financement fléché pour les ESUS. Et je représente les sociétés commerciales, mais pour les associations aussi, c'est nécessaire. Voilà ce que j'avais à dire. Et si vous avez des questions, avec grand plaisir. Merci beaucoup Stéphanie pour rebondir et sur tes remarques sur l'accès au financement et surtout sur la question de Nicolas Pontet dans le chat. Peut-être là une question qui va s'adresser plus à Mathieu ou Paul. Pouvez-vous détailler en quoi l'agrément ESUS permet une plus grande éligibilité des structures au financement solidaire accordé par France Active, Caisse des dépôts, BPI France? Donner peut-être un petit peu plus de détails sur ce qui peut quand même arriver sur le terrain. Ouais, comme je l'ai indiqué, alors, il y a un réseau qui s'appelle FAIR Finansol qui référence les produits d'épargne solidaire. Donc ça, c'est pour les gens qui souhaiteraient épargner. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, il va y avoir du fléchage, ce qu'on appelle du financement solidaire, ou de l'investissement, ou du prêt par des fonds, alors souvent des fonds d'investissement qui vont devoir, pour certains, ont des obligations juridiques, comme je parlais de l'épargne salariale, les fonds 95-15, ou de certains fonds d'investissement, et d'autres volontairement vont dire, je vais financer des entreprises de l'ESS et ou des ESUS. Donc ça dépend des types de fonds. Ce que je peux vous inviter à faire, c'est déjà regarder ce qui existe avec l'annuaire des financeurs solidaires et des produits labellisés Finansol, Faire Finansol. Vous verrez un peu toutes les typologies. Il y a du plus ou moins risqué, plus ou moins ESUS, plus ou moins sur du temps long.
Voilà ce que je pouvais vous répondre. Oui, merci Mathieu. Je veux bien continuer avec toi avec une autre question plus technique, plus focus. C'est quelque chose que tu as cité tout à l'heure. Question sur le plaidoyer pour obtenir la possibilité de conclure des baux ruraux environnementaux. Qu'est-ce que cela signifie? Ouais, alors ce sont des baux signés avec des agriculteurs, des tiers, je parlais de Terre de Liens, dont la foncière est ESUS, et qui derrière sont soutenus par l'État ou les collectivités qui sont reconnues et peuvent donner droit à voilà, certains avantages. Euh, donc là, je rentre pas plus dans le détail parce que c'est technique, mais c'est pour dire que ça peut être un enjeu aussi pour faire reconnaître des activités sur des territoires et pour flécher aussi des aides, ou en tout cas, et encadrer certains engagements aussi entre ben là, une foncière et puis un agriculteur qui doit respecter des engagements de respect des terres. Voilà. Merci. Laure, je veux bien vous adresser une question. Tout au début de votre présentation, vous avez parlé d'un sondage que le cabinet a mené auprès des organisations ESUS. Je ne sais pas si c'est une question piège, mais est-ce que éventuellement vous pouvez nous partager quelques grands apprentissages du sondage? Bah, globalement, effectivement, ça reprenait ce qui a été dit ce soir, c'est-à-dire que les acteurs de l'ESU ne remettent pas du tout en cause les critères qui sont posés, parce que c'est vrai que nous, les critères, d'un point de vue juridique et comptable, paraissaient assez stricts et contraignants. La majorité des acteurs, à 78%, considèrent que les critères sont nécessaires et qui permettent justement de sécuriser cet agrément ESU. Et parmi on va dire les points sur lesquels ils souhaitaient des améliorations, bah, c'était évidemment ce qu'on a dit ce soir, à savoir le financement. Manque de visibilité sur les financements accessibles aux ESU, manque également de financement dédié finalement à cet agrément. Et le deuxième point aussi qui était relayé, c'était, alors c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure des sociétés à mission ou des sociétés ou des acteurs de l'ESS qui sont représentés par des fédérations ou par des organisations. Et donc également, effectivement, vu qu'il y a une très grande diversité des secteurs d'activité des ESU et que ça peut regrouper des acteurs de nombreux secteurs, l'idée aussi d'avoir aussi des groupements qui les représentent et des mouvements où ils peuvent se réunir. Donc il y a le MOVES qui est présent ce soir, voilà, qui répond à cette demande. Et dernier point très anecdotique, manque d'un label qui se reconnaît aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, ESU, c'est le tampon de l'État, mais que c'est pas forcément un label qui est très reconnaissable. Et voilà, ils souhaitaient également qu'il y ait quelque chose qui soit fait là-dessus pour avoir leur marque de fabrique aussi, ESU, très rapidement. Merci beaucoup alors. Mathieu, Paul, sur cette question de peut-être la difficulté des plus petites structures, comme celle de Stéphanie, d'avoir accès à ces financements solidaires, est-ce que cette question, ça fait partie des plaidoyers du MOVES? Est-ce que vous avez quelque chose entre guillemets, à répondre à Stéphanie? C'est pas une bonne manière de le formuler, mais ou un parti pris et un plaidoyer que vous pouvez porter? Ou est-ce que vous êtes sur d'autres sujets prioritaires? Sur la finance, on bosse étroitement avec Fair Finansol, qui est vraiment dédié sur Hmm. le plaidoyer financement. Donc on est dans le groupe de travail avec eux. Ben là depuis septembre, on négocie avec les législateurs pour renforcer notamment là, la temporalité, c'est le projet de loi de finances jusqu'au 31 décembre, on va rien lâcher. Ça dure 4 mois, hein, de début septembre à fin décembre, pour que l'IRPME non seulement soit renouvelé, mais soit amplifié pour passer de 25% à 30% de réduction d'IR, voire 50% pour les jeunes entreprises euh, innovantes, parce qu'on aimerait que l'innovation sociale et écologique soit reconnue au même titre que l'innovation technologique. Aujourd'hui, quand on est jeune entreprise innovante, technologiquement, on a 50% d'IR-PME, donc pourquoi les jeunes ESUS innovantes n'auraient pas voilà, la même chose? C'est des négociations avec l'Europe, parce que derrière, c'est un dispositif qui doit être reconnu par l'Europe. Donc, pareil, là, il y a des négociations pour une durée de 5 ans pour que ce soit compatible avec les règles européennes de concurrence libre et non faussée. Donc, il y a aussi un plaidoyer européen.
Et après, plus au quotidien, forcément, on a un plaidoyer mais pour les municipales sur faire reconnaître la notion de SSSU, et renforcer les aides par les collectivités locales. Donc ça, c'est du très local. Mm. Euh, on a un autre projet qui est peut-être pour les plus connaisseurs ou ceux qui ont repéré. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite sur le partage de plus-value dans les sociétés commerciales de l'ESS et ESUS. Nous, on milite pour qu'il y ait une partage de plus-value si jamais les associés revendent leurs actions. Je sais que l'opération Milliard milite pour que ce soit au moins 60% de partage de plus-value. Nous, après avoir sondé tous les financeurs solidaires, les investisseurs solidaires, ils seraient prêts à partager 20% de leur plus-value. Donc, voilà, c'est la seule différence avec l'opération Milliard. Sinon, on a la même définition d'une Mhm. entreprise juste. Et en tout cas, en fait, ce partage-là permettrait demain de créer un fonds dédié aux ESUS ou dédié à l'actionnariat salarié dans les ESUS. Voilà, donc on réfléchit à des mécaniques de ce type. Ok. Et Paul, tu voulais ouais, peut-être, compléter? oui, juste pour rebondir sur la remarque tout à l'heure de Stéphanie, en fait, de manière générale, nous, la vision qu'on a au Mouv'Est, c'est de dire il faut un agrément public pour reconnaître les entreprises qui ont la plus forte utilité sociale. Aujourd'hui, c'est l'agrément ESUS et on a des propositions pour le rénover. Il faut que cet agrément il repose sur des conditions strictes qui correspondent à ce que nous, les conditions de l'ESS, c'est-à-dire la finalité de l'activité, le partage de la valeur et la gouvernance démocratique. Et ensuite, il faut qu'en face de ces conditions, il y ait des avantages. Et du coup, de manière générale, et c'est pour donner un peu, le mettre en perspective un peu ce qu'a dit Mathieu, le MOVES, nous, on trouve que les avantages aujourd'hui, ils sont insuffisants pour ces entreprises d'utilité sociale et on veut les accroître globalement. Et aujourd'hui, on se base sur l'IRPMESUS parce que c'est un dispositif qui est en train d'être discuté dans le cadre du budget, mais on voudrait demain que la fiscalité sur les entreprises, elle soit modulée, que les entreprises les plus ESUS pourquoi, voilà, qui s'engagent sur un règle de partage de la valeur sur une activité d'utilité sociale et écologique, elle soit soutenue avec une fiscalité plus avantageuse que des entreprises voilà, qui ont une activité plus néfaste. Et donc, de manière générale, enfin voilà, je souscris à ce qui a été dit. Et aujourd'hui, nous, les avantages de l'agrément ESUS, ils existent, ils sont réels, mais on trouve qu'ils sont insuffisants. Et donc, tout le combat que mène le MOVES, c'est qu'en face de ces conditions qui sont quand même assez contraignantes, eh ben, il y ait des avantages qui soient plus forts. Et je pense que là-dessus, on peut se retrouver. Tout à fait. Merci beaucoup. Jacques, je te donne la parole dans une minute. C'est juste pour continuer un peu sur le chapitre qu'on a ouvert avec une question qui a été mise dans le chat, encore plus précise, mais qui touche à tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Comment permettre à des petites structures ESUS de bénéficier à l'épargne salariale? Et comment savoir quel est le taux et la durée du placement? Merci, évidemment. Euh, Alors, du coup, l'épargne salariale, malheureusement, ouais. Est-ce que vous m'entendez? Parce que moi, oui, ça coupe un petit peu, j'essaie de me déplacer. on t'entend bien, Mathieu. L'épargne salariale, ce sont des fonds gérés par des très très grosses machines. Je citais des noms, hein. Donc, a priori, on est plutôt sur des logiques de fonds. Donc, c'est des fonds qui vont financer des fonds type France Active, type de mer, Opération Milliard, qui eux-mêmes vont cibler les petites entreprises. Parce que je vais dire, c'est comme si on demandait à une centrale d'achat énormissime de financer le petit producteur du coin. C'est pas dans leur matrice quoi, d'octroyer 10 000 euros par-ci, 10 000 euros par-là. C'est bien pour ça que France Active existe. C'est une époque, ça devait être géré par la Caisse des dépôts. Et en fait, on se rendait compte qu'ils avaient l'habitude de gérer des trop grosses sommes. Donc, on a créé France Active pour être plus agile. Voilà, donc aujourd'hui, le référent, c'est France Active. Même BPI France, qui était censé financer les ESUS, le fait pas, ne respecte pas ses propres engagements statutaires, sauf quelques régions, rares régions. Ils financent plutôt les activités d'innovation technologique, malheureusement. Donc, on mise plutôt sur ça, ouais, créer des nouveaux des France Active bis Hmm. qui pourront être Hmm. plus à l'écoute, ou des fonds territoriaux qui seront plus à l'écoute sur les territoires, ou par secteur d'activité. Ok, merci beaucoup, Mathieu. Jacques, je t'en prie. Bah, c'est bien parce qu'en plus ça, je suis quasiment dans une phase de conclusion. Moi, en vous écoutant, je me dis, parce que c'est un peu ma mission aussi,
c'est quelles sont les convergences qu'on peut imaginer pour nouer le partenariat entre l'opération Milliard et le Mouv'Es. C'est-à-dire, en gros, sur quoi on peut s'associer pour progresser dans nos besoins respectifs et faire en sorte que il y a un partage, enfin, ouais, que les énergies soient partagées et plutôt réunies pour qu'on puisse partager les résultats. Parce que je pense qu'en fait, la vocation de l'opération Milliard étant purement une vocation de financement, enfin financement et de recensement des projets en recherche de financement, c'est en quoi on peut nouer une relation utile avec l'organisation des us. C'est pas forcément un devoir à rendre tout de suite, hein. On a un petit peu de temps devant nous, mais voilà, ça m'intéresserait d'avoir votre vision là-dessus. Moi, je vois au moins deux leviers. Il y a le levier sur les territoires, comme on a fait à Nantes. On a plan pour faire connaître qu'est-ce qu'une entreprise juste, qu'est-ce qu'une ESUS, comment se financer, voilà, qu'est-ce qui existe déjà à travers des membres d'Opération Milliard ou du Mouv'Es. Par exemple, au Mouv'Es, on a la plus grosse ESUS de France qui est APF, c'est une association parisienne de France qui a 15 salariés. Donc il y a des assos, il y a des coop, la NEF et la seule banque ESUS. On aimerait qu'il y en ait plus d'ailleurs, plutôt qu'elles aillent chercher la société à mission. On aimerait qu'il y ait des mutuelles aussi. Il n'y a aucune mutuelle qui est ESUS. Ouais. Donc c'est aussi dire, ben, est-ce que le SS peut pas aller plus vers les us? Déjà, ce discours-là. Comment on peut mieux financer les us? Je pense qu'il y a vraiment un enjeu sur les territoires et puis aussi de point de vue plaidoyer national et européen à dire comment flécher l'argent, les milliards d'euros qui dorment dans les caisses vers la transition juste. Donc faire le lien. Nos terminologies, c'est économie écologique, sociale et solidaire. Donc allier vraiment l'écologie et le social et les us, parce qu'aujourd'hui c'est un agrément qui existe et que voilà, et qu'il y a déjà une espèce de boîte à outils financière et fiscale et où on voit bien que les acteurs du plaidoyer faire Finansol, ils s'en emparent. C'est l'une des seules pistes qu'on a vis-à-vis du législateur qui nous invisibilise et des médias qui nous invisibilisent, de dire ben, on a au moins ça à défendre, voire à amplifier. Donc je sais qu'en janvier, on a prévu déjeuner avec les licornes qui prônent plus le financement des coopératives nouvelle génération, Opération Milliard qui est sur la transition juste, et nous plus sur les ESUS et les écologies et sociales, pour dire ouais, ce serait quoi nos actions communes sur l'année 2026. Ouais. Ouais, Merci en tout ok. cas, Jacques. Et peut-être juste rebondir sur ta remarque, Jacques. Je pense que l'intérêt de l'opération minière, c'est de mobiliser des financements privés et que nous, le plaidoyer aussi qu'on porte et qui est complémentaire, du coup, c'est on pense que les pouvoirs publics doivent soutenir les entreprises ESUS. Et donc, c'est le plaidoyer qu'on porte sur la refonte de la fiscalité des entreprises, sur l'amplification de l'IRPME ESUS, sur d'autres avantages voilà, Les qu'on marchés veut publics, développer. ouais. Il y a la question de la commande publique, etc. Donc tout ça, je pense que c'est complémentaire. Il y a la mobilisation des fonds privés voilà, que réalise Opération Milliard. Et puis, il faut mobiliser l'argent public aussi en soutien, en sachant qu'aujourd'hui, il y a un rapport du Sénat, justement, qui est sorti en juillet dernier, qui montre que les aides publiques aux entreprises représentent 211 milliards d'euros et qu'elles ne sont pas toujours bien fléchées, pas toujours assorties de conditions strictes. Nous, ce qu'on dit, c'est dans ce périmètre-là, on pourrait être plus exigeant et allouer une partie de ces aides, les flécher davantage vers les entreprises ESUS. Voilà. Et donc, je pense que c'est un levier complémentaire. Alors, ouais. Alors, merci, Paul. Je rebondis dessus parce que je me posais la question en vous écoutant. C'est là, par exemple, sur la fond de dotation, on va sélectionner des projets multi-acteurs territoriaux. Donc, c'est pas une organisation qu'on va supporter, c'est un projet. Ce projet étant mené par plusieurs acteurs sur un bassin ou une commune, enfin peu importe. Est-ce que ça vous paraît pertinent? Parce que l'objectif, bien sûr, c'est de démontrer euh, aux acteurs publics qu'on est capable, un, de fédérer des acteurs sur un projet,
et deux, de mesurer les effets générés par le financement de ce projet pour donner envie de le poursuivre et de le faire grandir avec du financement public. Est-ce que ce pontage argent public, argent privé vous paraît réalisable sur certains projets territoriaux, par exemple? Alors, je sais que il y a des territoires qui ont créé des fonds d'investissement territoriaux, hein. Ça se fait déjà, hein. Je pense que c'est Ouais, important de pas toujours réinventer la roue, de citer ce qui existe ouais, et de l'améliorer le cas échéant. Mais je sais que par exemple, au Pays Basque, on a un fonds avec 3000 actionnaires, autant des personnes physiques que des personnes morales. Je pense que c'est important aussi de dire, ben, il y a les citoyens et il y a l'argent, il est aussi dans les entreprises et les fonds d'investissement. Donc, de dire si chacun peut mettre voilà, autour de la table. Et ça s'appelle Ericoa. Et derrière, il y a des collectivités qui ça s'appelle soit comment, tu dis? abondent le fonds. Ericoa, H-E-2-R-I-K-O-A. Des collectivités qui investissent ou qui subventionnent le fonctionnement du fonds d'investissement. Donc, il y a plus de 3000 actionnaires. Ça existe depuis 40 ans. C'est une ESUS, c'est un fonds ESUS. C'est Ça intéressant, existe ça. en Occitanie, c'est IES. Voilà, qui fait un très très bon boulot aussi. Ça existe en Corse avec Femukui, ça existe. Donc l'idée des fonds d'investissement territoriaux et des fondations territoriales ou des fonds de dotation territoriale, elle est pas nouvelle, ouais. Je pense Non, qu'il mais faut. c'est d'autant plus intéressant que ce sera plus facile. Ouais, ouais, exactement, On a exactement. une deuxième lame, on a le deuxième étage de la fusée, nous, quand même, qui va être un fonds citoyen. Donc, il y aura Ouais, probablement des choses intéressantes à capter, toi. ouais. Si Donc tu as de la dire, matière, je veux bien, je suis preneur, Mathieu. ouais, bien sûr, bien sûr. L'idée, c'est dire, si tu as envie de donner, tu peux donner un fonds de dotation territoriale ou national. Et si tu veux investir, tu peux investir. Et si tu veux faire les deux, tu fais, tu fais les deux. D'accord. Ouais. Bah, merci beaucoup. On arrive à la fin de notre temps réglementaire. Euh, Naoum, pardon si je le prononce pas correctement, dit très très intéressant sur les fonds d'investissement territoriaux. Y a-t-il une liste quelque part qui Pareil, rassemble faire Finansol, mais je pourrais vous Ouais, l'envoyer aussi. Si vous ok. intéressez. Ouais. Bon, bah, super. Je pense qu'il faut qu'on conclue. Merci beaucoup, évidemment, à nos intervenants. Ce fut riche et précieux. Merci pour vos questions. J'espère que toutes ces conversations pourront continuer et d'une autre manière dans le futur. Merci à tous et très bonne soirée. Merci. Bonne Bonne soirée. soirée. Allez, Ciao tout le Merci à monde. bonne vous. soirée à tous, ciao. Merci Salut. à Au revoir. Au revoir. Au revoir.